Et on va vibrer jusqu'à la victoire. On peut apprécier le football. Moi, j'ai aussi partagé un moment magnifique avec les Marocains et les amoureux du Maroc dans le Mantois, dans ma circonscription, à l'occasion du quart de finale. On peut faire ça sans aller cautionner le régime qatari, qui est un régime qui maltraite violemment les droits humains. C'est une faute politique pour Emmanuel Macron. Alors c'est ça, d'aller en milieu de semaine sur place au Qatar? Oui, je crois qu'il n'a pas de compétences sportives particulières de nature à faire gagner l'équipe de France ou à la faire perdre. Donc il pourrait se contenter d'envoyer un message de soutien à notre sélection nationale. Il pourrait regarder le match à l'Elysée, pourquoi pas avec des jeunes s'il le veut, et s'il a besoin de mettre en scène tout cela. Mais qu'aller cautionner le régime du Qatar, surtout quand on voit aujourd'hui les affaires de corruption Parlement européen, qui tournent autour de ce régime-là, je pense que c'est de très mauvais goût et que c'est une faute politique au regard de l'histoire. Alors, sauf s'il y va avec des gestes importants. Est-ce que vous attendez de certains gestes symboliques importants? Écoutez, je ne sais pas lesquels il va faire ou il peut faire, mais un habit, un symbole pro-LGBT par exemple, il en avait déjà pas fait au moment où il était allé à la finale en Russie avec Monsieur Poutine. Donc je ne sais pas ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas. Ce que je sais, c'est que le symbole du déplacement, il pèse lourd là aujourd'hui. Que moi j'aurais préféré que le président de la République, que les autorités françaises, tout en soutenant l'équipe de France, la ministre des Sports y est allée, du football. Oui, mais j'aurais préféré qu'elle n'y aille pas. J'aurais préféré qu'elle reste en France. Bien sûr. Mais honnêtement, un ministre, un officiel dans les tribunes, ça ne change rien au résultat sportif à la fin. Par contre, pour le régime qui reçoit, ça ajoute de la crédibilité, de la respectabilité sur la scène internationale. Je crois qu'il n'y a pas besoin en ce moment de cautionner, d'encourager le Qatar. Et puis, vous êtes écologiste, donc ça coûte un petit peu au niveau carbone, un peu cet aller-retour? Oui, je pense que c'est quand même bien qu'il y ait une diplomatie qui circule, donc je ne ferai pas de l'argument environnemental un argument en la matière. Là, c'est un argument de droits humains et de symboles. Et on sait, la politique, le sport, c'est aussi une affaire de symbole. Oui. En tout cas, le boycott diplomatique, comme le boycott de cette Coupe du Monde, n'a pas marché jusqu'à présent. Pas vraiment, quoi. Là, regardez en tout cas les scores à la télévision l'autre jour. 17,5 millions de téléspectateurs pour ce match de l'équipe de France. Les téléspectateurs ne sont pas, à ma connaissance, des diplomates ou des officiels français. Moi, je ne ferai jamais le reproche à personne, particulièrement dans la période que nous vivons, particulièrement anxiogène, de prendre du plaisir à regarder le football. Moi-même, j'étais, je vous l'ai dit, au coup d'envoi avec des centaines de supporters marocains sur mon territoire. Je serais probablement dans un bar pour regarder le football. Pour regarder les Marocains, vous n'étiez pas avec les Français pour regarder l'équipe de France? Tout simplement parce que j'étais ensuite, vous savez, la vie d'un député le week-end, elle est faite de beaucoup d'obligations. Qu'ensuite j'étais à l'inauguration de 2 marchés de Noël avec des maires qui m'avaient invité. Je vais partout où on m'invite. Évidemment, j'ai quand même regardé, j'avoue, le match sur mon portable entre 2 inaugurations ce week-end. Et je vibre pour l'équipe de France comme depuis que j'ai 8 ans et que la France a gagné la Coupe du Monde 98. France-Maroc, on présente quand même ce match à haut risque. Vous craignez des débordements mercredi soir? Tous les événements de cette nature, ils sont toujours des moments et de joie et parfois de frustration. J'en appelle évidemment à la responsabilité de chacune et de chacun. Le sport doit rester une fête. Il a été, dans l'immense majorité des cas, une fête ce week-end. Je souhaite qu'il reste quelque chose de festif et de bon enfant. Oui, Benjamin Lucas. Donc vous êtes député écologiste. Ce week-end, il y a eu le 49.3, 9e, dégainé par Elisabeth Borne, après le rejet de la 8e motion de censure de la NUPES aussi. LFI a annoncé le dépôt d'une 9e motion de censure. Vous allez suivre du côté des écologistes ou pas? Bien sûr. On n'a même pas eu hier soir une seconde de débat. En fait, la Première ministre a attendu qu'on examine la fin d'une motion de censure relative au précédent 49.3, qui était le 8e. Pardon pour ceux qui ont du mal à suivre. Même nous, ça nous arrive d'avoir du mal à suivre. Et elle n'a même pas laissé le temps à la discussion. Pourtant, on parle du budget de la France. On parle de ce qui fait à la fois les réponses aux urgences quotidienne des Français, mais aussi la façon dont on relève ou pas les grands défis de l'avenir, énergétiques, pour les collectivités locales, pour les services publics, pour la sécurité, etc. Que la Première ministre ne daigne même pas entendre l'opinion du Parlement, ça en dit long sur sa conception de la démocratie. Vous avez quand même la parole au Parlement. Mais encore heureux, on est là pour ça, mais on n'est pas là simplement pour blablater. On est là pour voter. Je prends des exemples. Quand nous avons voté une proposition du MoDem, vous voyez, une proposition issue de la majorité sur la taxation des super dividendes, à une majorité. Bon, il y a une majorité qui s'exprime dans le Parlement, que la Première ministre l'aime ou pas,
pas, c'est l'expression souveraine du Parlement qui s'exprime à travers un vote. Et qu'en 49.3 on balaye ça dit quand même quelque chose de la démocratie. Si vous permettez une seconde, on est quand même une des seules démocraties qui fonctionne comme cela. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où un gouvernement peut seul décider de l'emploi de plusieurs centaines de milliards d'euros, c'est ça le budget, sans passer par un vote du Parlement. Si le gouvernement n'est pas majoritaire au sein du Parlement, c'est parce que son budget n'est pas bon et c'est parce que les Français ont décidé qu'il n'aurait pas la majorité absolue le 19 juin dernier. Il faut en tenir compte. Oui, c'est ça. Quelle sera votre position sur les retraites alors que là aussi, il est probable qu'il y ait le 49.3, donc. Alors sans aucune ambiguïté, moi je suis totalement opposé à une réforme des retraites qui allonge la durée de cotisation, qui allonge l'âge légal de départ à la retraite. C'est pas pour moi un débat simplement comptable, c'est un débat, un projet de société. Travailler plus vieux, c'est mourir plus jeune. Plein d'études le démontrent. Je crois qu'aujourd'hui cette réforme elle est injustifiée. L'espérance de vie a augmenté quand même ces dernières années. Vous ne croyez pas qu'un progrès doit profiter à tous? D'abord, c'est pas vrai pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, selon le métier que vous faites, selon le milieu social qui est le vôtre, vous mourrez toujours plus jeune que d'autres, et que donc partir en retraite plus tard, c'est que, notamment pour les métiers les plus pénibles, vous ne profiterez pas de la retraite, que les années de bonne santé, si je puis dire, sont les premières années de la retraite, et donc cette réforme, elle est particulièrement injuste et brutale. Mais je vais au-delà de cet argument-là. Si on vit plus longtemps, c'est pourquoi? C'est parce que la médecine a fait des progrès, c'est parce que la science, parce que la technique ont fait des progrès. Moi, je crois que le progrès, le but, c'est qu'il bénéficie ensuite au progrès humain. C'est qu'un progrès technique, scientifique, médical signifie qu'on vive mieux le financement. Et plus longtemps en bonne condition. Il faut encore assurer le financement pour que tout le monde puisse en bénéficier aussi, de cette retraite. Toutes les études sérieuses nous montrent qu'il n'y a pas de risque de faillite du système. Non, mais notamment le Conseil d'orientation des retraites qui n'est pas apparenté à la NUPES. Mais ensuite, on pourrait explorer d'autres solutions. Par exemple, si vous payez également les femmes par rapport aux hommes, vous ferez entrer des cotisations en plus et vous équilibrerez le système de retraite. On peut toujours trouver des solutions de justice. L'idée qu'il n'y a qu'une politique possible et que c'est une politique de moins-disant social, que c'est une politique de brutalité sociale et de régression, moi, ne me convient pas. Bon, donc ce sera résolument contre. Quelle sera la ligne de la nouvelle secrétaire nationale d'Europe et Écologie Les Verts, Marine Tondelier, qui a été élue samedi dernier? Vous la connaissez bien? Je la connais bien, c'est une amie, c'est une remarquable combattante de l'écologie qui mène à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais des combats qui nous font honneur à toutes et à tous. Et donc maintenant elle dirige la principale formation de l'écologie politique. Je m'en réjouis. Moi j'appelle à ce que on dépasse nos formations politiques, nos chapelles les uns les autres pour construire ce que sera l'alternative à Macron et à Le Pen en 2027. On a besoin de cette unité. On a besoin, mais au moment où la crise climatique frappe à ce point, au moment où les droits humains sont bafoués, au moment où la corruption gangrène l'Europe, au moment où les inégalités sociales, la brutalité des injustices sont aussi fortes, on a besoin d'écologie et de gauche, et donc Marine Tondelier mène ce combat-là, me fait extrêmement plaisir. Mais elle est plus dans la ligne de Julien Bayou et moins dans celle de Sandrine Rousseau, moins radicale a priori, non? Je ne sais pas trop ce que cela veut dire, vous lui demanderez. Moi je crois, pour la connaître depuis longtemps, qu'elle n'a pas mis d'eau dans son vin par rapport à ses convictions et à la force de son engagement. Nous partageons une même radicalité, c'est qu'aujourd'hui le système néolibéral tel qu'il est, productiviste tel qu'il est, qui repose sur les énergies fossiles, qui repose sur la croissance des inégalités, sur un mauvais partage de la richesse, ce modèle-là nous emmène dans le mur. Je crois qu'elle partage cette analyse et qu'elle veut, comme moi, comme nous, le transformer radicalement. Ouais. Que pensez-vous aussi des autres changements dans les autres partis? À la France Insoumise, c'est Manuel Bompard qui va mener les choses maintenant au sein visiblement du parti. C'est une bonne chose ou pas? Moi, Manuel Bompard est quelqu'un que j'apprécie vous connaissez à travers la NUPES, puisqu'il nous lui devons en grande partie l'accord qui a permis de faire la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et qui donc a permis à la gauche de relever la tête dans ce pays. Donc je lui souhaite évidemment bon courage. Après, chaque formation politique s'organise librement, et moi je respecte et je fais pas d'ingérence particulière ou de commentaires particuliers sur les uns et sur les autres. Ce que je peux dire en revanche, c'est que je souhaite qu'à l'issue des changements chez les uns et chez les autres, nous restions unis, et non seulement nous restions unis, parce que là on a senti plutôt des désaccords, de la désunion. Nous renforcions cette unité. Pourquoi? Parce que jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir, des portes du pouvoir dans notre pays. Le Pen a 89 députés, elle a fait un record de voix au second tour de l'élection présidentielle la fois dernière. Parce que la politique d'Emmanuel Macron, elle abîme la société, elle menace notre contrat social. Donc moi, ma conviction, c'est qu'il faut que nous l'emportions en 2027. Il faut que la gauche et l'écologie gouvernent ce pays pour transformer, pour partager, pour améliorer le quotidien des Françaises et des Français, pour relever le défi du climat, le défi des inégalités, le défi de la démocratie. Aujourd'hui, on le voit encore avec un
49.3. Donc il faut qu'on renforce cette unité, qu'on la préserve. Est-ce que vous avez le souci aussi des défis de l'immigration et de l'insécurité, même si je ne fais pas le lien directement, mais c'est deux sujets que vous n'avez pas cités. Vous venez de le faire. Non, mais parce que vous n'avez pas cité. Le défi de la sécurité, oui, bien sûr. Non, mais parce que c'est un des défis majeurs de notre société aussi. Oui, bien sûr. Et moi, je défends plus de moyens pour la police, une police de proximité, une meilleure formation des policiers, une autre doctrine. Vous le voyez à Mantes-la-Jolie, dans votre circonscription. Bien sûr. Je vois aussi la réalité d'un certain nombre de violences policières, du racisme qui peut exister. Je crois qu'il faut traiter tous ces sujets avec beaucoup de sérieux pour améliorer le quotidien des Françaises et des Français, de tous, et les conditions de travail. Vous voyez beaucoup de violences policières, vous. Plus que de violences, en fait, des délinquants. Je suis l'élu du... Non, mais je fais pas de hiérarchie. Simplement, je considère que la police, elle doit être exemplaire, qu'elle doit protéger tout le monde, évidemment. Et donc, je constate qu'il y a une réalité. Oui, moi, je suis l'élu d'une circonscription où 151 gamins ont été parqués main sur la tête, agenouillés, et qu'un policier les a filmés en disant voilà une classe qui se tient sage. C'était en 2018. Oui. Je sais aussi, et c'est pas moi qui le dis, sont un certain nombre d'études très sérieuses, qu'il y a une réalité des contrôles aux faciès dans notre pays. Moi, je veux qu'on mette fin à tout cela, et je veux donner plus de moyens à nos policiers. Moi, par exemple, j'ai proposé, dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, un amendement pour mieux prévenir les risques psychosociaux à l'égard de nos policiers. Vous savez que c'est une profession qui est fortement exposée au burn-out. Ils ne se sentent pas soutenus. Aussi parce qu'il y a une politique du chiffre, aussi parce qu'il y a une politique de la pression et de la tension qui les amène à exercer un métier qui n'est plus le leur, qui n'est plus forcément celui de maintenir l'ordre, de garder la paix, mais qui est une politique, à mon avis, qui n'est pas la bonne, une doctrine de maintien de l'ordre qui n'est pas la bonne. On a vu notamment dans les manifestations de Gilets jaunes, il y a plein de pays qui contiennent les manifestations autrement qu'avec des LBD. Par exemple, les Allemands le font avec des canons à eau. C'est beaucoup moins létal. Bon, donc on peut faire évidemment autrement. Donc le sujet de la sécurité est un sujet sérieux qui mérite d'être pris là aussi avec à cœur les faits, les chiffres, la réalité aujourd'hui de ce qu'est la vie de nos concitoyens et de la police. Benjamin Lucas, les LR ont un nouveau patron, Éric Ciotti. Vous commentez ou pas ? Éric Ciotti est quelqu'un qui avait dit, me semble-t-il, qu'il préférait Zemmour à Macron. Ça en dit long sur le fait que LR n'est plus le grand parti gaulliste et républicain qu'il a pu être jadis. Ça dépend. Non, parce qu'il y a dans le gaullisme, il y a dans la République Macron est plus près du gaullisme. Non, mais il y a l'idée que face à l'extrême droite, qui est une menace pour la démocratie et pour la République, on choisit toujours l'adversaire. Moi, c'est ma ligne de conduite. C'est ce qui m'a amené à voter Xavier Bertrand contre Marine Le Pen en 2015. C'est ce qui m'a amené en 2017 et en 2022 à mettre un bulletin de vote Macron dans l'urne au second tour pour une seule chose, pour le barrage républicain. Est-ce que l'extrême droite est plus dangereuse pour la démocratie que l'extrême gauche, Benjamin Lucas ? Mais d'abord, l'extrême gauche dans ce pays, elle est extrêmement marginale. C'est quoi l'extrême gauche ? L'extrême gauche aujourd'hui sont les mouvements... Est-ce que la France insoumise c'est de l'extrême gauche ? Non, la France insoumise, elle appartient à une tradition historique de gauche républicaine, peut-être radicale, la trouverez-vous. Oui, souvenez-vous des propos quand même de Jean-Luc Mélenchon. Mais honnêtement, pas plus que ne l'était le Parti Socialiste dans les années 70, quand on regarde les textes, quand on veut faire son travail un peu sérieusement d'analyse de la période politique. Il n'y a pas aujourd'hui plus de radicalité dans un certain nombre de propos que nous tenons les uns et les autres dans la NUPES qu'il n'y en avait dans la gauche de Georges Marchais de François Mitterrand dans les années 70. Encore faut-il qu'on prenne un peu de recul. Comme Marine Le Pen avec Jacques Chirac, les LR, ce que disent beaucoup d'observateurs. Mais en revanche, l'extrême droite française est l'héritière d'une tradition politique qui n'a jamais été l'allié ou l'ami de la République et de la démocratie. On le voit par exemple sur les questions culturelles, quand ça peut paraître anecdotique, mais quand l'extrême droite veut supprimer les mangas, l'accès aux mangas, du pass culture pour les jeunes dans le débat budgétaire, on voit bien une certaine connotation, une certaine velléité de censure culturelle, de cancel culture, qui je puis dire, qui, à mon avis, ne va pas dans le bon sens et qui est dangereuse pour la démocratie et l'équilibre républicain. Je pourrais vous citer plein d'autres exemples. Un dernier mot, Benjamin Lucas. Est-ce que vous comptez sur les LR, justement, comme ça a été le cas au Sénat, sur la loi sur les énergies renouvelables pour la faire passer ? C'est-à-dire compter sur eux ? Pour qu'ils votent évidemment cette loi sur les énergies renouvelables. On verra d'abord accélérer. On verra le contenu de cette loi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui une nécessité absolue au regard de ce qu'est le péril climatique, qui est pour ma génération le plus grand défi qu'on aura à relever dans notre vie, qui conditionnera tous les autres, qui conditionnera le fait qu'on puisse ou pas avoir des enfants sur une planète respirable et vivable. On a une nécessité d'accélérer. Nous proposons par exemple d'accélérer le déploiement du photovoltaïque sur toutes les zones déjà artificialisées, pour que ça ne se fasse pas au détriment de la biodiversité et des terres agricoles. C'est le gouvernement qui est en train de reculer sur ce sujet. Donc moi, j'attends pas grand-chose de LR, j'attends d'abord là du gouvernement qu'il prenne ses responsabilités. S'il veut trouver avec nous une majorité pour accélérer vraiment les énergies renouvelables, pour qu'on fasse vraiment la transition énergétique, nous on est prêt à prendre nos responsabilités. Aujourd'hui dans le débat, la pièce peut tomber de deux côtés. Quand même aussi du nucléaire, aujourd'hui. Écoutez, de toute façon, il est évident qu'on va pas appuyer sur un bouton demain matin et sortir du nucléaire. Il y en a qui voulaient, vous parliez de la NUPES, ils voulaient quand même, avec évidemment un échéancier, mais ils veulent en sortir. Est-ce qu'on peut c'est pas la même chose. Moi je pense
pense que le nucléaire est une énergie dangereuse, que c'est une énergie fossile, parce que l'uranium, on s'approvisionne en uranium, pas en Bretagne ou à Mantes-la-Jolie, on s'approvisionne en uranium dans des pays qui sont pas forcément des pays très sûrs ou dans lesquels on partirait en vacances l'été, vous et moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas en sortir tout de suite maintenant, et que donc, il faut progressivement monter la part des énergies renouvelables, mais pour ça, il faut faire des choix très clairs, et que le choix de construire des mini-EPR ou des nouveaux EPR, on voit le fiasco de Flamanville, c'est extrêmement coûteux, et c'est dans des décennies, ce qui veut dire qu'en plus, on ne résoudra pas l'urgence climatique. Donc, il faut investir dans le renouvelable, qui est une énergie sûre, une énergie souveraine, nationale et immédiate. Mais peut-être pas totale, quoi, pour assurer en fait l'ensemble de la pérennité. Moi, je pense qu'il faut aboutir aux 100% d'énergie renouvelable, d'énergie propre, d'énergie verte. Après, évidemment,